6h07, c'est un dossier très sensible que l'on va aborder ce matin. Un dossier sensible, voire explosif, car ces plaies ne sont pas vraiment refermées. À l'approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron avait confié une mission à l'historien Benjamin Stora. Le rapport rendu public mercredi préconise une série de gestes concrets ou symboliques à l'égard du peuple algérien, mais l'Élysée exclut toujours des excuses. La nouvelle position officielle de la France, c'est donc la reconnaissance des fautes et des crimes, oui, mais la repentance, non. On en parle justement avec vous ce matin, Laurence Kahn, et pour évoquer cette situation récente, je crois qu'il faut revenir d'abord en 2017, le fameux moment où Emmanuel Macron reconnaît que la France a commis un crime contre l'humanité. Absolument, souvenons-nous. À Alger, le candidat Macron avait parlé de la colonisation comme d'un crime contre l'humanité, une vraie barbarie, avait-il déclaré, ce qui avait provoqué la colère des pieds noirs et de leurs descendants, à la fois étonnés et blessés d'être traités de barbares. 4 ans après, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne regrettait pas ses propos de campagne, mais sa nouvelle doctrine contre la repentance montre bien qu'il a tout de même évolué. Et oui, la France ne s'excusera pas, en tout cas, donc une prise de position claire et nette que les Algériens, de leur côté, risquent de ne pas apprécier. Absolument, parce que les Algériens veulent des excuses et des vraies. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a encore redit l'été dernier, des excuses pour les 132 ans de colonisation et pour les massacres de Sétif le 8 mai 1945, la répression des premières manifestations pour l'indépendance. Des massacres qui auraient fait 40 000 morts selon les Algériens, entre 2 et 20 000 selon les historiens français. Mais quel que soit le chiffre retenu, c'est une terrible tragédie. Oui, les Algériens voudraient par ailleurs aussi des excuses pour la torture pendant la guerre d'Algérie et des explications sur les disparus, leurs disparus. Ils le demandent depuis des années, mais ils ont compris mercredi que ce n'était pas pour tout de suite. Tout semble faire penser que nous sommes dans une impasse, Laurence. Eh bien justement, c'est tout l'intérêt du rapport demandé par Emmanuel Macron à l'historien Benjamin Stora. L'homme d'études qui propose toute une série de gestes pour avancer, parmi elles la création d'une commission mémoire et vérité, soit un travail sur les archives, des échanges d'informations sur les disparus ou encore un meilleur enseignement de cette histoire dans les écoles françaises. D'ailleurs, dans le même esprit, l'été dernier, la France avait restitué les crânes de 24 chefs de tribus qui avaient résisté à l'invasion française. C'était au 19e siècle en Algérie. C'est vrai, pendant ce siècle, les opprimés avaient été arrêtés et décapités. Leurs têtes étaient conservées depuis presque 200 ans dans les caves du Musée de l'Homme à Paris. Il a fallu attendre le mois de juillet dernier pour que ces têtes rentrent en Algérie, accueillies avec les honneurs militaires. Et Emmanuel Macron envisage aussi de faire entrer Gisèle Halimi au Panthéon, ce qui est aussi quand même un symbole fort. Je crois qu'on peut rappeler pourquoi. Oui, Gisèle Halimi, l'avocate féministe disparue l'été dernier, mais surtout l'avocate du FLN à l'époque. Elle avait notamment défendu Djamila Boupacha, une femme accusée d'avoir organisé un attentat. Gisèle Halimi, soutenue alors par Simone de Beauvoir ou encore par Picasso, avait à l'époque démontré que les soldats français avaient obtenu ses aveux en la torturant et en la violant. Gisèle Halimi était, c'est vrai, la première femme à dénoncer les méthodes de l'armée française. Ce qui a fait qu'elle était détestée par les militaires. Elle a même été poursuivie et emprisonnée. Oui. Donc en attendant, en entrant au Panthéon, Gisèle Halimi recevrait 60 ans plus tard le plus grand des honneurs. Et ce serait encore justement une illustration de ce qu'on appelle désormais donc la reconnaissance de ce qui s'est passé. Mais la repentance, vous l'avez dit Ilana, on en est encore très loin. Et toutefois, il y a encore entre la France et l'Algérie toute une série de questions, en effet, qui ne sont pas réglées. La question de l'entretien des cimetières français en Algérie, la question du droit au retour des harkis et beaucoup d'autres. Et oui, et de nombreuses interrogations demeurent. Que faire de toutes les traces de guerre qui hantent les mémoires? Quel statut donner aux souvenirs des uns et des autres? Quelle interprétation faire de ces silences que les sociétés accumulent depuis des années pour continuer à vivre ensemble? Et faut-il surtout tout raconter, tout dévoiler des secrets de la guerre? La question de la fidélité de la mémoire, de la représentation de la chose passée n'est pas quelque chose d'évident, Laurence. Tout à fait, car comme le dit si justement Benjamin Stora, la guerre d'Algérie représente bien plus que son nom. D'abord parce qu'elle touche à plusieurs groupes de personnes traumatisées, qu'ils soient soldats, officiers algériens, immigrés, harkis ou encore pieds noirs. D'ailleurs, est-ce que vous saviez, Ilana, que la guerre d'Algérie a longtemps été nommée en France par une périphrase? On l'appelait les événements d'Algérie. Oui, ça c'est assez intéressant. Oui, tandis que de l'autre côté de la Méditerranée, les Algériens construisaient leur mémoire antagoniste de la guerre d'indépendance. 60 ans après, l'histoire est donc encore un champ en désordre, en bataille.
La séparation de l'Algérie et de la France, au terme d'un conflit cruel de 7 ans et demi, a produit de la douleur, un désir de vengeance et beaucoup d'oubli. Donc c'est encore un exercice difficile que d'écrire sur la colonisation et la guerre d'Algérie qui s'est engluée dans le piège fermé des mémoires individuelles. On en parle au risque d'ailleurs d'une communautarisation, c'est comme ça qu'on l'appelle, des mémoires. En effet, aujourd'hui en France, plus de 7 millions de résidents sont toujours concernés par l'Algérie ou plutôt, pour être totalement exact, par la mémoire de l'Algérie, hautement problématique. Celle-ci fait l'objet d'une concurrence de plus en plus grande. L'enjeu, quelquefois, n'est pas de comprendre ce qui s'est passé, mais d'avoir eu raison dans le passé. La mémoire n'est donc pas seulement connaissance ou souvenir subjectif de ce qui a eu lieu, mais elle s'est développée avec les souvenirs de la guerre comme porteuse d'affirmations identitaires et de revendications de reconnaissance. Avec toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, nostalgie du pays où la mer est allée avec le soleil, honte enfouie de combats qui tous ne furent pas honorables, image d'une jeunesse perdue et d'une terre natale à laquelle on a été arraché, comme le chante d'ailleurs si bien Enrico Macias dans cette magnifique chanson « Adieu mon pays », composée en 1961 par le jeune Gaston Grenacia.